On a la chance d'accueillir ici à Lille deux invités prestigieux de HEC Montréal, qui sont français mais qui vivent tous les deux à Montréal, donc qui sont professeurs en économie et professeurs pour Patrick Coandé et professeur en management pour Laurent Simon, qu'on a eu la chance de rencontrer dans le cadre d'une école d'été. Il y a eu toute une délégation lilloise qui est allée effectivement cet été à Montréal et à Barcelone, pour la délégation lilloise à Barcelone. Et une autre délégation de Lille qui avait aussi eu cette chance l'année dernière. Et donc cette école d'été, ils vous en diront un peu plus tout à l'heure, dans le cadre de Mosaïque, qui est en fait une plateforme, un réseau autour de l'économie créative, du management de l'innovation, qui est aussi un réseau en fait finalement qui relie les différentes personnes qui s'intéressent à la créativité et qui est aussi une formation quelque part mais très expérimentale. Vous verrez, je vous invite vraiment à y aller, on en ressort transformé. Et donc finalement il y a des étudiants, il y a aussi des professionnels, il y a aussi des universitaires et c'est vraiment un public très mixé. Voilà. Dans quel cadre est-ce que Patrick et Laurent interviennent cet après-midi aujourd'hui? Donc l'idée au départ c'était vraiment de se rencontrer dans le cadre du projet Horizon 2020 avec Paul et toute l'équipe, et aussi de se rencontrer dans le cadre du rapprochement FST et FSEG avec Benoît Bourrel et puis Emmanuel Pic. Et on s'est dit en fait tous les quatre que c'était un peu dommage de garder Patrick et Laurent pour nous, mais que ce serait beaucoup plus intéressant en fait qu'ils puissent intervenir auprès de beaucoup de personnes pour pouvoir sensibiliser maximum finalement de salariés de l'Université catholique de Lille. Donc voilà un petit peu l'histoire. En quoi est-ce que ça fait résonance avec finalement ce que nous on est en train de mettre en place dans le cadre de Osons la confiance et de sa traduction en projet plus concret dans le cadre d'Horizon 2020 qui est donc dirigé par Paul. On est vraiment en train d'essayer de mettre en place ces démarches, comme dit Pierre, on est en route vers une université créative, en particulier aussi avec cette démarche Horizon 2020 qui finalement inclut l'ensemble des salariés et pour lesquels l'ensemble finalement du personnel de l'Institut catholique est mobilisé. Et aussi dans le cadre, donc avec Benoît Bourrel et puis Emmanuel Pic, dans le cadre finalement des deux facultés et de leur démarche finalement de construire une vision partagée, collective, avec même l'ensemble de leurs parties prenantes, donc que ce soit le personnel, les enseignants, les chercheurs, les fonctions support, mais aussi finalement avec les entreprises, avec les étudiants, pour vraiment essayer de voir finalement quelle est l'identité de la fac de sciences et de la fac de gestion, et puis ensuite de porter des projets d'innovation dans ce cadre. Donc là, je ne vais peut-être pas en dire plus. L'idée, c'est vraiment de laisser parler Laurent et Patrick, et puis on pourra aussi faire intervenir Paul, Emmanuel et Benoît là-dessus pendant le temps de questions-réponses. Donc l'idée, c'est qu'on fasse une petite pause vers 15h30 de 10 minutes, et puis qu'ensuite on reprenne la séance. Nos invités veulent bien être interrompus pendant leur exposé, c'est ce qu'ils nous disaient tout à l'heure, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, même s'il y aura un temps réservé pour ça à la fin de la séance. Voilà, on peut les applaudir. Merci. Merci Aude. Ce que Aude a oublié de dire, c'est que depuis 5 ans, il y a une très belle collaboration entre l'Université catholique de Lille et puis notre groupe Mosaïque HEC Montréal. Cette collaboration se traduit par des participations croisées à nos événements, donc notamment notre école d'été, mais on vient aussi ici donner des conférences. Et puis, par exemple, on a un de nos doctorants, Louis Etienne, qui est ici, qui est un doctorant qui se cache. Et Louis Etienne travaille sur le co-design et en particulier la pratique très avancée à Lille dans ce domaine du co-design. Donc, il existe des liens qui vont se renforçant et on est très très heureux. La dernière chose, vous serez très déçus, on n'a pas d'accent québécois que vous proposez. On est tous les deux français immigrés. Et on peut vous sortir quelques expressions. Bonjour, personnellement, l'accent, j'y travaille depuis 20 ans, ça marche. Il va y avoir des petites sorties de temps en temps. Louis Etienne, il fait ça bien mieux que nous. C'est pas de problème, c'est plus je prends le relais puis. Et j'ai lu à un moment, vous allez voir, ça peut durer des heures.
Alors, merci beaucoup. Ce qu'on remercie beaucoup, Aude, pour cette gentille introduction. Puis on ne remerciera jamais assez la Cato et ses différents avatars, je serais tenté de dire, de la qualité de l'accueil que nous avons reçu ici, mais aussi de la qualité des échanges. Je pense que ce que Patrick vient de dire est absolument important pour nous. C'est que là, on va se livrer à un exercice qui est en fait un petit peu classique en mode broadcast. Hein, on vous livre des contenus, puis ça va être à peu près à vous de vivre avec. Mais dans l'esprit, c'est vraiment ce qu'on cherche aussi en venant ici, c'est des formes d'inspiration, des choses qui vont nous faire réfléchir et beaucoup sur le mode de l'échange. Et donc, Pierre ministre est content, sur le mode de la co-création de connaissances. Je ne parlerai pas de fulgurance. Alors, ce qu'on va faire avec vous, c'est un tour d'horizon, si vous voulez, en quelque sorte, de ce qui nous anime depuis plusieurs années au sein de Mosaïque, en insistant sur le fait, comme Aude l'a fait, que Mosaïque, c'est avant tout une plateforme partenariale qui inclut évidemment la partie académique, la nôtre, donc des professeurs, chercheurs, Patrick, moi-même, mais aussi quelques autres, qui inclut pour nous, c'est un élément essentiel aussi, des étudiants essentiellement de second cycle, troisième cycle, Louis-Étienne par exemple, mais aussi au second cycle équivalent Master 2 ici, qui inclut une bonne quinzaine d'entreprises et institutions partenaires à Montréal et de plus en plus à l'étranger. Et par ailleurs, un réseau académique international assez étendu dans des univers qui vont des sciences de la gestion aux sciences de l'ingénieur, en passant par le design, l'urbanisme, ce genre de choses. Donc on essaie un peu de refléter aussi ce que cet univers-là nous inspire, en revenant sur des notions qui nous paraissent essentielles, mais qui visent surtout à nous aider à réfléchir ensemble au monde qui se développe devant nous. Alors le point de départ, qui sur certaines slides, diapos, on va aller très très vite. Un point de départ, c'est le constat que le monde change, le monde a changé, on est face à un univers qui est essentiellement de turbulence. On nous parle beaucoup aujourd'hui d'enjeux, de crise. Notre posture un peu vis-à-vis de ça, c'est de réfléchir ces crises au-delà de la crise financière, mais beaucoup plus comme une crise des fondements, de la gestion, de l'économie, des organisations. Et peut-être du social. On aime beaucoup partir, alors il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, donc certaines on va les traduire à la volée. On aime beaucoup partir de cette citation d'Edmund Phelps. Edmund Phelps est prix Nobel d'économie 2006, a publié en septembre un ouvrage assez remarquable. Qui nous a été signalé par lui. Oui, tout à fait, qui s'intitule Mass Flourishing. Mass Flourishing, ça peut se traduire par l'épanouissement de masse ou l'épanouissement collectif. Ce que dit Edmund Phelps, c'est une idée simple, il dit et très riche, que pour devenir soi, pour devenir un individu qui vit parmi d'autres individus, pour être à la hauteur de son propre potentiel, pour exploiter le plein parti de son être, ça passe par l'expérience de la nouveauté, sous différentes formes. Il le dit pour l'individu, mais il le dit aussi pour une société ou pour un collectif. Aujourd'hui, le défi de nos sociétés, c'est de redécouvrir ce rapport au nouveau et donc ce rapport à la création collective. En fait, c'est un individu assez exceptionnel. En plus, c'est un chanteur d'opéra, mais c'est un individu exceptionnel. Il a beaucoup travaillé sur les théories de la croissance. Il est l'un des pères des théories de la croissance moderne. Il a d'abord étudié les modèles de croissance en imaginant que la croissance était fondée sur le progrès technique, qui venait d'ailleurs. Et puis ensuite, il a travaillé sur les modèles de croissance qu'on appelle endogènes. Endogène, c'est fondé sur l'accumulation du capital humain. Et puis, il dit, mais il y a une insatisfaction. Le capital humain, c'est très bien, mais qu'est-ce qui est la dynamique du capital humain? Et donc, c'est pour ça qu'il va essayer d'exprimer dans son dernier écrit que, selon lui, la dynamique du capital humain, donc ce qui va être les sources de croissance et de connaissance dans la société, de création de richesse dans la société, c'est pour lui ce qu'il appelle la démocratisation des idées. Il dit, on est à la veille d'une nouvelle phase de croissance de la société. La crise n'est pas une crise financière. La crise est une crise très porteuse d'espoir, et l'espoir, c'est cette démocratisation des idées qui va être la source de la croissance. Et cette démocratisation des idées correspond à l'essence même du capital humain, c'est cette volonté de se frotter à la nouveauté, d'assimiler la nouveauté, de la créer. Et donc, c'est un message très étonnant de quelqu'un qui travaille depuis 50 ans, grosso modo, sur la notion de croissance économique, et qui est
convaincus que la croissance prend une forme complètement nouvelle et que cette crise que l'on vit aujourd'hui peut s'expliquer à travers cette notion d'idée. Qu'on retrouve, hein, vous allez voir que ces idées vont être en filigrane tout au long de nos réflexions, c'est l'importance de la diversité, l'importance des interactions sociales, et là encore ce jeu du capital humain, l'importance de la collaboration, puis cette idée que être soi, c'est s'engager aussi. On avait ce débat peut-être un peu pédant hier soir avec Pierre Georgini sur la différence entre l'espoir et l'espérance, hein, c'est-à-dire l'engagement aussi dans cette production de la nouveauté. Ce que propose Edmund Phelps et quelques autres analystes aujourd'hui, c'est une proposition en fait forte qui est de reprendre les fondements de l'économie, reprendre les fondements de la gestion autour de cet artefact que sont les idées. Qu'est-ce que ça veut dire que de repenser notre économie comme une économie des idées? De ce point de vue-là, un document qui nous a beaucoup inspiré, c'est ce document un peu synthèse produit par un des organismes de l'ONU, rapport sur l'économie créative de l'ONU, publié, trois occurrences, 2008, 2010, 2013, qui dit une chose toute simple, mais qui pour nous est fondamentale, cette idée que cette économie créative se joue à l'interface entre la science, la culture, l'économie, l'environnement et la technologie, qu'elle passe par cette production de capital intellectuel, mais surtout par sa circulation, et qu'elle a le potentiel de générer certes des revenus, donc de jouer un rôle central dans ce redéploiement de l'économie, mais aussi des emplois, des gains à l'export, et de l'inclusion sociale, et de la diversité culturelle, et ultimement du développement humain, du développement collectif. Ça paraît tout simple, ça n'est pas du tout. C'est-à-dire que dans juste ce manifeste de l'ONU, qui a été travaillé encore une fois par 15 des économistes les plus importants aujourd'hui, mais qui ne sont pas uniquement des économistes du Nord, mais aussi des économistes du Sud, qui ont travaillé pendant des années à l'élaboration de ces rapports qui sont accessibles à tous. L'idée est effectivement, en termes d'idée, que ce qui est à la source de la création de richesse des sociétés, c'est pas uniquement les idées scientifiques, oui c'est les idées scientifiques, mais croisées avec des idées culturelles, artistiques, de business, de respect de l'environnement. Et c'est ce croisement qui est à l'origine donc de ce qu'on appelle une nouvelle forme de conception. Et puis que les objectifs, c'est pas simplement l'objectif de profit, mais c'est aussi un objectif composite qui est un objectif d'être économiquement viable, mais également respect de l'environnement, inclusion sociale, diversité humaine, etc. Et donc, pour l'ONU, on est arrivé justement, on rejoint beaucoup Phelps à une nouvelle phase de croissance qui essaye de proposer des solutions qui intègrent à la fois cette composition des idées dans la phase de conception et des objectifs qui sont très variés. Alors une porte d'entrée, mais j'insiste, qui n'est qu'une porte d'entrée pour la compréhension de ces nouveaux phénomènes, c'est la porte d'entrée des industries dites créatives. Les industries créatives sont en fait celles quasiment que les univers de gestion d'économie ont les moins étudiées. Alors on va retrouver toute une série d'industries qui sont des industries de contenu, de capital symbolique, de biens symboliques, hein, l'architecture, les arts, etc., qui sont aussi de plus en plus ces industries qui vont intégrer différents régimes de connaissances. La technologie, la science, la dimension des contenus culturels, etc. Alors ces industries, ce qui est tout de même notable quand on les observe au cours des dernières années, c'est que ce sont les industries les plus résilientes par rapport à la crise. Ce sont celles qui ont conservé un taux de croissance significatif, qui est un taux de croissance aujourd'hui nettement supérieur à celui des industries de services et très 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 supérieur à celui des industries plus manufacturières. Alors cette porte d'entrée, elle nous fait réfléchir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde ces industries, ce sont des industries qui sont des industries de la nouveauté, mais qui essentiellement ne répondent pas au modèle standard de l'innovation. Le modèle standard de l'innovation, on y reviendra tout à l'heure, hein, avec des investissements lourds en recherche, en développement, puis une traduction en produits, un prototypage, et ensuite une traduction vers le marché, voilà, des activités de marketing. Ces industries, dans les faits, elles n'ont pas vraiment de laboratoire de R&D, elles ne s'inscrivent pas dans des consortiums internationaux, elles n'ont pas de filiales de R&D, elles sont peu arrimées aux universités. Donc la question c'est comment font-elles pour effectivement produire de façon quasi routinière de la nouveauté.
on va revenir à cette idée-là, mais cette singularité des industries créatives est aussi, on va le voir, ce qui alimente la redéfinition des modes de gestion de la plupart des grandes entreprises. Ces industries ont beaucoup résisté à la crise économique, ont provoqué une énorme résilience à la crise économique, en fait. Et ces industries croissent à une vitesse exponentielle. Elles représentent à peu près 3% dans les années 90, 7% de l'activité aujourd'hui, 20% prévu en 2025. Et donc, vous voyez cette montée progressive de l'importance des entreprises. Dans les travaux aujourd'hui sur les grandes villes, par exemple, sur les grandes métropoles, on sait que les industries créatives représentent à peu près 15 à 20% de la valeur ajoutée créée à New York ou à Londres. On pourrait considérer Paris, etc. Si on regarde l'industrie du Québec, 7 millions d'habitants, les industries créatives, les industries culturelles représentent 5% du PNB du Québec. Ce qui est tout à fait conséquent. Et d'autre part, ce n'est pas un phénomène uniquement des pays développés, c'est un phénomène aussi dans les pays émergents et les pays du Sud. Les industries créatives se développent de manière spectaculaire en Chine, au Brésil, au Nigeria. Le Nigeria est devenu le pays numéro 1 du monde dans le domaine de la production cinématographique, en termes de films produits. Il se passe des choses extraordinaires dans les pays du Sud en termes d'émergence des économies créatives, durant justement la période de crise. Alors, quelques exemples. Évidemment, il est presque impossible aujourd'hui d'évoquer ces phénomènes sans parler de Apple, mais on voudrait insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres aujourd'hui entreprises, industries qui vivent de façon centrale de création dans des milieux, par exemple, plus industriels pour le grand public, des milieux industriels comme 3L, et bien au-delà du post-it, dans l'industrie du luxe, dans la manufacture. Évidemment, les jeux vidéo, qui a été un nouveau terrain de jeu, sans mauvais jeu de mots, depuis un certain nombre d'années, mais aussi dans des univers un peu moins attendus, par exemple, comme le cas de Tapourou. Tapourou, c'est du béton créatif, ça dépend aussi dans la farge. Et Tapourou fait du béton transparent, du béton odorant, du béton qui a la texture de la soie ou bien du velours. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai vu une présentation du directeur de la recherche de la farge. C'est éblouissant. C'est-à-dire que la créativité se niche, y compris dans le béton, de manière spectaculaire. Par exemple, on cite souvent ce cas-là d'un de nos contacts de catalogue. Roca, c'est l'un des leaders mondiaux du lavabo et aussi des toilettes. Du lavabo, et Roca a implanté depuis plus de 20 ans des pratiques de design thinking en prospective en développement de produits qui lui permettent de renouveler quasiment en permanence les offres de produits qui consomment moins d'eau, qui utilisent moins de matériaux, etc. Nous, on produire des lavabos dans des pays qui n'ont pas d'eau, presque pas d'eau, pour économiser au maximum. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est un filet d'eau, ça arrive. Alors le message ici, c'est que ces phénomènes touchent donc un éventail extrêmement large de types d'industries qui ne sont pas uniquement des industries de haute technologie, qui ne sont pas uniquement des industries de technocréation, mais aussi des industries qui peuvent être les plus traditionnelles possibles. Alors, ce dans quoi s'inscrit ce phénomène, c'est dans une évolution de plus long terme. Il est important pour nous de revenir à cette évolution parce qu'on le sait pour les gens de gestion, nous avons connu cette société industrielle, puis on a des modèles en tête, Taylor, Ford, etc., quasiment Charlie Chaplin dans les temps modernes. Ce qui est important de souligner ici, c'est que le management a été inventé pour ça. S'applique à ces logiques-là de standardisation, d'économie d'échelle, a évolué certainement, et ce modèle-là, pour être capable de le faire fonctionner, on s'est rendu compte qu'il fallait des mesures, il fallait des données, il fallait de l'information. Cette accumulation d'informations qui a été génératrice de richesse à une époque, on a constaté aussi que pour la faire évoluer, il fallait la questionner, cette information, lui donner du sens. Et donc on est entré dans une économie qui voyait la connaissance comme étant le premier levier de la création de valeur. Ce que nous identifions aujourd'hui, c'est une forme de rupture où il ne s'agit plus uniquement aujourd'hui d'une économie qui va se nourrir d'une accumulation progressive, mais qui va essayer d'introduire elle-même dans ses processus, dans ses produits, dans ses modèles d'affaires, dans ses chaînes de valeur, des formes de rupture. On
on aime bien ce graphique avec Laurent parce qu'en fait, Laurent est en management sur l'économie. Ce graphique-là retrace la hausse de l'économie, en bas c'est le management sans qu'il y ait des problèmes de plafond plancher, mais retrace un peu, je crois, exprime beaucoup ce que veut dire par exemple Phelps, ce que veut dire les gens en management. Ce que veut dire par exemple Phelps, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que la croissance, car la partie économique, la croissance était fondée dans les années 50 sur l'accumulation de machines productives. Celui qui gagnait, celui qui avait plus de machines productives. Puis ensuite, quand la société de l'information est émergée, celui qui gagnait, celui qui arrivait à gérer au mieux ces informations, notamment ces fonctions de gestion, de contrôle, qualité, etc. Mais quand on doit avoir une masse d'informations, ce qui est important, c'est dans la connaissance pour être capable de traiter l'information, qui devient le facteur rare sur lequel l'accumulation de croissance peut se faire. Et donc, on a beaucoup insisté sur l'accumulation de croissance, de capital humain, ce que les managers ont traduit par les core compétences, etc., qui devenaient, en termes d'accumulation de connaissances, la stratégie même pour faire la croissance. Et puis, ce qu'essaye d'exprimer Phelps et les autres aujourd'hui, on parle des grandes voix qui s'élèvent aujourd'hui pour prouver c'est se dire que maintenant qu'on a réussi à accumuler la connaissance, ce qui est important, c'est d'être capable de tirer parti de ces connaissances dispersées. Et donc de tisser des liens, d'exploiter la diversité. Et donc pour la première fois, c'est ce qu'essaye d'exprimer Phelps, ce qui va tirer la croissance, c'est plus l'accumulation de quelque chose, c'est la capacité d'exploiter la diversité. Et en ce sens, sa vision, c'est vraiment un mouvement radical, c'est une crise très profonde du système, où c'est la diversité qui va générer la valeur et plus simplement l'accumulation. Et donc on voit en termes économiques quelque chose se passe de manière très radicale. En termes de gestion, on crée des produits et on essaie de les produire de plus en plus efficacement. 0,9, puis 0,99 en contrôle qualité, vous serez le contrôle qualité pour le logiciel. Le basculement aujourd'hui, c'est on est capable de faire des choses efficaces. Le problème, c'est d'être capable de recomposer les produits en permanence pour qu'ils répondent aux critères d'objectifs humains, d'inclusion sociale, etc. De repenser la valeur en permanence, sachant qu'on peut produire efficacement. On n'abandonne pas l'efficacité, il n'y a pas de conflit entre efficacité et créativité, mais il y a une complémentarité inhérente, mais surtout un renversement de l'ordre logique qui correspond à cette crise qu'exprime donc les macroéconomistes. Il y a évidemment un impact sur les pratiques de gestion elles-mêmes, puisqu'on voit bien que ce qui tenait du management ici ne tient plus dans un modèle qui vise à faire jouer, à identifier, à mobiliser, à faire jouer cette diversité. Alors les objets même centraux de l'économie et de la gestion évoluent. Si on pouvait mettre l'accent sur la maîtrise d'un capital de matériaux, sur la valorisation du produit, passer par l'information, par les connaissances. Aujourd'hui, ce qui semble central dans ces processus de gestion et dans notre économie, là encore, ce qui est mis de l'avant par Edmund Phelps, c'est cette idée que notre système économique doit se recentrer sur la gestion des idées. La capacité à générer des idées, la capacité à les convertir en projets, et la capacité évidemment à les actualiser, à les réaliser, à les exécuter. Donc, si je peux plus à la section graphique, une chose qui est très importante, c'est cette idée que on sait gérer les produits, on sait gérer l'information, on sait générer la connaissance. On a appris à faire ça depuis les années qui sont précédentes. Maintenant, la source de création de valeur devient sur la gestion des idées. Mais on n'abandonne pas le reste, au contraire. Le reste, on a appris à savoir faire. Maintenant, là, encore une fois, la différenciation de génération de valeur se joue sur la gestion d'idées. Mais en complément, évidemment, avec la connaissance, l'information des produits. L'autre corollaire, c'est que ça veut dire que l'idée, c'est pas tout à fait de la connaissance. Et c'est pas tout à fait, et on sait depuis longtemps que la connaissance, c'est pas tout à fait de l'information. Mais on a un progrès à faire. Et Phelps, d'ailleurs, dit, je ne sais pas encore très bien appréhender en termes économiques la notion d'idée. Évidemment, les philosophes ont beaucoup travaillé dessus, mais les économistes, pour eux, l'idée, c'est très compliqué. Pour essayer de Alors, deux citations un peu rapides d'Edmund Phelps que nous avons déjà évoquées, qui dit finalement une économie moderne, c'est une économie centrée sur les idées. Et il faut aller au-delà de ce qu'ont pu dire les grands théoriciens de l'innovation, parce que les idées ne viennent pas uniquement de l'espace scientifique, de la découverte, de la production de connaissances scientifiques. Et Paul Romer, un autre grand économiste de la croissance, qui dit au fond, le développement économique, ça passe par quoi? Soit l'utilisation des idées, soit la production des idées,
qui ne doivent pas être considérées uniquement comme des notes de bas de page. Aujourd'hui, l'économie doit se recentrer et se re-questionner autour de cette notion d'idée. Alors ce que avancent Phelps et Romer, c'est en fait la remise en question d'un modèle un peu, qui était un peu le modèle standard de l'innovation. Vous avez là notre savant fou dans son laboratoire qui produit des idées, génère de la connaissance, fait des découvertes. Ces découvertes sont traduites finalement en produits, en utilisation, en technologie, bien souvent par l'ingénieur, le technologue. Et puis l'entreprise se saisit de cet objet pour le traduire véritablement en produit et en valeur à travers des démarches qui sont typiquement des démarches de ce qu'il faut retenir de cette approche, c'est que bien souvent la question de l'esthétique, de l'usage, de l'impact environnemental, de l'impact social, ou même de la valeur elle-même, de l'actualisation de la valeur, sont des questions qui viennent en bout de ligne, qui viennent en fin de chaîne. On manipule cette connaissance, on la traduit en objet, qu'on traduit en produit, puis on se questionne finalement sur est-ce qu'on peut l'optimiser, est-ce qu'on peut améliorer un peu les usages, et c'est ce modèle-là qui est en train d'être profondément remis en question. Alors, on a baigné dans ce modèle, mais on a aussi enseigné ce modèle-là à nos étudiants. C'est ce qu'on essaye de remettre en cause aujourd'hui avec cette idée. Donc, grosso modo, le scientifique a le monopole des idées. Les seules idées sérieuses sont scientifiques. Bon. Deuxièmement, la phase de créativité coïncide avec ce qu'on appelle en économie la phase d'invention. C'est grosso modo la phase du brevet, du prototypage. C'est l'ingénieur qui traduit les idées scientifiques en application industrielle. Puis ensuite, on a l'industriel qui lui amène l'idée exprimée sous forme de brevet, de prototype, ça sur le marché. Et puis en bout de ligne, ensuite, donc, effectivement, on a des activités marginales. On voit qu'il y a des problèmes d'environnement. Je sais pas, on sort une voiture, on sort le modèle de une voiture, on s'aperçoit qu'il y a un problème d'environnement au bout d'un moment, des effets négatifs, etc. Et donc, on va mettre un pot catalytique pour essayer de suppléer le problème de l'environnement de la voiture. Ce modèle-là s'est imposé pendant très longtemps. C'est ce modèle-là qui est en train d'imploser. Oui, on peut passer. Le constat que l'on fait, c'est que dans ces formes classiques, on a pensé la gestion autour de ce modèle dominant, qui est le modèle linéaire industriel. Et puis, on voyait les activités plus créatives étant des activités très périphériques, des activités secondaires, une espèce de résidu social, si vous voulez, culturel de l'économie. Ce modèle-là est en train de changer, d'être profondément remis en question, parce que cette chaîne est elle-même profondément remise en question. Alors, dans ce qui est en train d'émerger, et pour reprendre le rapport de l'ONU, pour reprendre les travaux de Phelps, sont à la fois des travaux qui sont de l'ordre économique et de management, c'est dans ce triptyque de l'innovation, premièrement l'idée que la phase de génération d'idées n'est plus uniquement le monopole de la science, mais que les bonnes idées peuvent venir à la fois du monde scientifique, bien sûr, mais du monde artistique, du monde de la culture locale, des communautés d'habitants, des urbanistes, des gens qui ont des idées en business model. Donc la génération d'idées peut être entrecroisée et n'est plus le monopole de la science. Et puis deuxièmement, dans la phase de création, c'est-à-dire d'imbrication des idées pour essayer de supposer des applications industrielles, la phase de création est une phase où il n'y a plus le monopole de l'invention et du brevet, mais les applications d'invention vont s'intercroiser avec, on va immédiatement penser en amont, les problèmes de réflexion sociale des entreprises, les problèmes du business model, d'identité créative, de design, d'inclusion sociale, de respect de l'environnement, etc. Et donc, on a en quelque sorte amené dans la phase amont de conception toutes les variables qui en quelque sorte traînaient en bout de ligne. Et aujourd'hui, la grande révolution, c'est donc de penser, d'intercroiser au moment de cette phase qui prend beaucoup d'importance de créativité, toutes ces dimensions en même temps. Et puis ensuite, évidemment, l'industriel viendra pour essayer de mettre ceci sur le marché. Avec évidemment un corollaire qui est très important,
qui touche beaucoup ce que vous faites à Lille, c'est que comment s'intercroisent toutes ces dimensions, ben, ça suppose des modèles d'interaction parmi lesquels le co-design en est une expression. L'importance aujourd'hui du fait que le co-design émerge, cette importance, elle provient de ça. C'est-à-dire qu'on est obligé en même temps aujourd'hui de penser simultanément des variables qui avant étaient séquencées. C'était pratique quand c'était séquencé, chacun se passait en quelque sorte le bâton comme une course de relais. Aujourd'hui, c'est un maillage, un tricotage qui va se faire, d'où évidemment une montée incroyable sur les expressions de type co-design, c'est-à-dire des structures d'interaction qui permettent aux différentes dimensions de la connaissance de s'interpréter. Bon, on reviendra dessus. Le modèle donc, qui commence à émerger et qui tente à s'imposer, je ne reviendrai pas à la slide sur les industries créatives, mais ce qu'on retrouve dans la plupart de ces industries créatives, c'est un recentrage sur cette préoccupation de l'intégration des différents régimes de connaissances. Cette intégration, ce jeu des connaissances, la variété des connaissances devient véritablement une capacité stratégique qui commence maintenant à remonter vers les activités industrielles et qui touche les différentes sphères de l'économie. C'est toujours assez remarquable de voir que c'est un peu les activités de services, de commerce, etc., qui aujourd'hui sont un peu en décalage par rapport à ce phénomène-là. La citation ici de Gary Hamel est un peu, vous savez, un des grands gourous du management, est un peu radicale, mais aujourd'hui, la question, c'est de réinventer en permanence ce qu'on sait déjà faire efficacement. Et donc de créer soi-même les conditions de son renouvellement, sinon de son obsolescence. Dit un peu autrement, dans l'ancien modèle, grosso modo, le modèle dominant, c'est celui de Toyota. Au cœur, c'était les manufactures et les systèmes industriels de type Toyota ou Ford à un moment donné, ou Boeing, etc. Et l'idée, c'était que toutes les organisations, finalement, devaient copier un peu ce modèle. Y compris, on va le voir, chez Ubisoft, on a vu au départ, Ubisoft démarrait à Montréal, ils se sont dit on va adopter le modèle Toyota pour gérer nos activités. Le musée de Montréal aussi, on supposait qu'il devait adopter le modèle Toyota. Les hôpitaux également. Le grand rejet aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas. C'est que le modèle Toyota, ça marche peut-être dans l'automobile, mais ça ne marche certainement pas pour gérer un musée ou gérer Ubisoft. On a vu chez Ubisoft les gens jeter le modèle Toyota et réinventer un modèle d'industrie vraiment créative. Et donc, l'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être que maintenant Toyota pourrait aussi apprendre de la manière dont Ubisoft et Cirque du Soleil gèrent leur activité. C'est-à-dire qu'il y en a un intercroisement des modèles de management créatif qui n'est plus unidirectionnel et qui suppose pour nous, enseignants, finalement, de faire aussi cette reconnaissance, en quelque sorte, que les modèles s'intercroisent et qu'il n'y a plus un modèle unique qui s'impose à tout le monde. Peut-être pour fixer les idées sur ce qui nous paraît structurant sur ces nouveaux phénomènes, nouveaux enjeux, cette première considération autour de la centralité fondamentale des idées dans les processus organisés. Générer des idées, les convertir, les faire mûrir, les épaissir, et puis bien sûr les exécuter. Ces processus-là passent, et ce phénomène, Patrick l'a dit, est tout à fait nouveau dans ces dynamiques-là, par l'inclusion de la diversité au moment de cette étape de génération d'idées, mais de plus en plus aussi par l'inclusion de la diversité pour sélectionner les idées, choisir quelle idée mérite de grandir ou non. Et puis, bien sûr, on voit en arrière-plan se transformer nécessairement les pratiques de gestion. C'est une manière de résumer un petit peu les choses, c'est-à-dire on était parti de la société industrielle, où encore une fois la source principale de génération de valeur c'était de travailler le produit, l'efficacité de manière de faire le produit, avec évidemment des dispositifs managériaux qui étaient l'efficacité productive, le Six Sigma, et la contrôle de qualité, et avec un lien avec l'extérieur qui était surtout la sous-traitance. On est passé ensuite à un modèle qui était fondé sur la connaissance, où évidemment l'objet majeur de création de richesse c'est la connaissance, où la structure mentale c'est avoir des corps de compétences qui soient des accumulations de compétences stratégiques, où la notion de routine et de communauté est très importante, où en fait le lien avec l'extérieur s'enrichit, c'est plus simplement le sous-traitant pur et simple, c'est aussi le réseau et la manière d'accéder avec le réseau. Et puis on passe à une société créative, encore une fois le centrage, j'ai essayé d'expliquer sur la notion d'idée, où évidemment les dispositifs managériaux deviennent plus compliqués, il faut bien gérer les idées,
compliqué, pas abandonner toutes les idées en cours de route, les nourrir, etc. On verra que ça passe par des choses qui sont des méta-règles et des codebooks, ce sera plus tard dans l'exposé. Et le lien avec l'extérieur devient encore plus riche, plus compliqué. C'est-à-dire que le lien avec l'extérieur, c'est maintenant avec la foule, sous forme de crowdsourcing, de crowdfunding, de communauté d'usagers, etc. Et donc la complexité de la relation avec l'extérieur devient croissante. Donc on a une évolution qui est une évolution vers la complexité, mais avec une focalisation qui est assez claire sur ce qui va suivre les générations nouvelles. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Vous devez nous interrompre, parce que sinon on continue. Oui. Dans ce modèle-là, les idées, elles émergent où et comment? Elles viennent de l'amour, enfin, voilà, il y a un peu l'impression que voilà, il y a des idées qui émergent un peu comme par magie. Puis après, ok, on met en place des choses qui permettent d'intriquer tout, en fait, et qui permettent de les mettre en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas une intrication aussi dans l'émergence? On va essayer de revenir un peu plus tard dans la présentation sur cette question-là, mais pour essayer de faire une réponse brève à cette question qui est essentielle. Les idées, elles viennent des connaissances accumulées, individuelles, des expériences accumulées, individuelles, des intentions individuelles, qui vont se mixer avec les connaissances, les expériences, les intentions collectives. Elles vont être liées très clairement aussi au contexte. Elles peuvent émerger du processus lui-même et des interactions qui sont aménagées pendant le processus. C'est précisément ce que nos organisations ont besoin d'apprendre ou de réapprendre aujourd'hui. Et c'est précisément autour de ces dynamiques qu'il importe aujourd'hui de reconstruire cette réflexion sur l'économie et la gestion. Donc on va essayer de l'éclairer à travers quelques... je pense qu'on va essayer de faire d'ici à la pause, c'est d'exposer différentes évolutions, différents avatars des formes d'innovation aujourd'hui qui sortent de la forme linéaire et qui vont permettre d'illustrer en quelque sorte aussi d'où peuvent provenir les idées. Mais le modèle est tout sauf unidimensionnel, ce qui est un vrai défi pour les organisations. Mais même pour des innovations créatives, votre question est très importante. On a sous les yeux à Montréal une entreprise qui est très intéressante, passionnante, qui est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, en termes de créativité, a été l'une des sociétés certainement les plus inspirantes de la fin des années 90. Quand on regarde de près, le Cirque du Soleil est une entreprise où la génération d'idées est souvent produite par un individu génial, et en particulier filtré en tout cas par quelqu'un qui a la liberté. Ce modèle-là est un modèle qui aujourd'hui est contesté, qui s'essouffle. Le fait qu'il y a 5000 personnes au Cirque du Soleil et que chacun a des idées créatives et pourrait contribuer à faire remonter ces idées est en train de changer peut-être la manière de voir. Et on voit aujourd'hui cette espèce de circulation qui est en train de se passer, cette transformation, cette crise du Cirque du Soleil, où effectivement il reste toujours les grandes idées des grands créateurs qui se mélangent aujourd'hui avec les idées qui viennent de la base. C'est une grande révolution, même pour une entreprise créative, de marier à la fois ce qui vient de la base, voire même des spectateurs, avec ce qui vient des grands créateurs qui avant étaient les seuls à avoir la voix en quelque sorte de la créativité. Le mariage là est en train de se faire. Ce sont aussi des approches qui font tomber quelques grands mythes. Hein. Le mythe du génie créatif, solitaire, qui vit du haut de la montagne, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est littéralement fini. On comprend aujourd'hui que même si une idée géniale vient de ce génie créatif, il y a une expression chez Pixar qui est assez belle. Chez Pixar, ils disent l'histoire, puis on va avoir un porteur de l'histoire qui est directeur créatif, mais c'est l'histoire et 10 000 petites idées. Et faire jouer cette histoire ou cette intention, cette vision avec les 10 000 petites idées, voilà le défi de ces nouvelles formes d'organisation. On va probablement pouvoir l'illustrer un peu par les éléments suivants. Ce qu'on voulait essayer de faire, là encore de façon très ouverte, c'est exposer différentes formes émergentes de l'innovation pour montrer qu'on est en train de sortir de ce modèle très linéaire. Et alors un icône de ce point de vue-là, c'est vraiment le iPod première version, qui en fait est un objet qui, du
point de vue scientifique, comporte très peu d'innovation véritable. L'innovation à l'époque, c'était des petites mémoires flash que Apple n'avait pas développées en interne, il fallait chercher chez les Sud-Coréens. Est un copier-coller technologique, littéralement, avec des ressources qui venaient de l'extérieur, donc on intègre différents régimes de connaissances. Mais surtout, cet objet, il se caractérise par une créativité artistique, symbolique, dans sa forme, dans sa couleur, dans sa texture, une créativité du point de vue du design des usages, la façon dont on écoute la musique, la façon dont on touche cet objet a changé les choses, il est ergonomique, mais surtout la véritable innovation, elle est dans le modèle d'affaires. Comment crée-t-on de la valeur à partir du iPod? On crée de la valeur à partir du iPod en articulant différemment du logiciel, du hardware, mais aussi des droits de propriété avec les grands labels de musique, des logiques de monétisation différentes de ce qu'on avait connu jusqu'ici. Donc voilà une innovation qui est absolument multidimensionnelle et qui intègre ces différents régimes de connaissances. Comprendre le iPod uniquement à travers le brevet, c'est une erreur profonde. Le iPod, justement, la mise en scène du iPod fait appel à ce qu'on a fait tout à l'heure, cette espèce de créativité entrecroisée avec la dimension à la fois économique, bien sûr, scientifique, bien sûr, technologique, artistique et business model qui s'intercroisent au moment de la conception. Alors, pour sortir de l'icône, deux exemples qui sont aussi pour nous des icônes, c'est cet objet-là, c'est le vélo partagé de Montréal, qui s'appelle le Bixi. Et ce vélo n'est pas un vélo. Ce vélo est un vélo, mais il est beaucoup plus qu'un vélo. Le vélo a été inventé dans sa forme actuelle il y a un peu plus d'une centaine d'années, avec la chaîne, qui est une invention extraordinaire, la chaîne de vélo, qui est un truc d'ingénieur remarquable. Mais ce vélo-là, c'est plus qu'un vélo. Ce vélo, c'est la rencontre d'une firme qui fabriquait des vélos de très haute qualité à Montréal, avec un designer très connu de Montréal qui s'appelle Michel Dallaire, avec une firme très connue qui fait de l'aluminium, qui s'appelle Rio Tinto Alcan, avec une société de micromécanique qui a fabriqué les docks qui font qu'on peut avoir soit 22 vélos en parallèle, soit 2 suivant le quartier où on le pose, avec une firme qui a développé aussi les systèmes, on les aime pas parce qu'ils ont développé des systèmes de stationnement de Montréal. Donc c'est eux, si on se prend des contraventions, c'est leur faute. Mais ils ont développé tout le système informatique avec bornes à énergie solaire et contact Wi-Fi qui permet de gérer ces bornes de façon totalement autonome. Donc vous avez là une intégration de différents régimes de connaissances qui en plus a pour effet de réinventer complètement la ville et ses usages. Montréal était une ville qui, comme beaucoup de villes nord-américaines, qui souffrait profondément de la voiture. Elle est aujourd'hui dans le top 5 des villes en Amérique du Nord où on utilise le plus le vélo, sachant que 4 mois par an, on ne l'utilise pas. Dans la neige, ça marche pas. Donc voilà aussi un de ces exemples assez étonnants où la créativité revient aussi à repenser fondamentalement l'identité d'un objet et son contexte et ses usages. Je vais me laisser à Strasbourg. J'étais strasbourgeois. Le tram de Strasbourg, c'était un drame d'abord. C'était l'opposition pour faire passer ce tram dans Strasbourg, dans cette ville avec ses magnifiques maisons du 15e au 18e siècle, a été considérée comme une agression. Et en fait, cet instrument de modernité qui est rentré dans la ville a changé la ville pour le mieux, c'est-à-dire a décloisonné des quartiers, a fait en sorte qu'on peut se promener au centre-ville aujourd'hui très très facilement venant de l'extérieur, enfin a changé complètement la ville. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux exemples, c'est plusieurs choses. Premièrement, ce sont de vieux objets. Au moins 2 siècles. Et la grande erreur serait de se dire on ne fait que faire des innovations marginales sur ces grandes innovations majeures qui ont été faites au XVIIIe ou XIXe siècle. Ce serait une erreur profonde. Ce serait croire que tous ces objets-là ont été repensés de manière marginale. Pas du tout. On vient de faire ici des innovations complètement révolutionnaires de réinterprétation de l'objet d'un système social, avec l'inclusion, le respect de l'environnement, etc. C'est majeur. Et donc, c'est pas du tout marginal. Ce qui veut dire quelque chose de très important. On est dans une phase aujourd'hui où une grande partie de la création, c'est la recréation, mais la recréation majeure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des objets comme l'automobile, comme le vélo, comme le tram, comme l'avion, et les repenser dans des contextes sociaux dans lesquels ils n'ont jamais été finalement vraiment pensés. D'où l'émergence de cette
économie créative avec cette dimension de recréation. Même dans la dimension symbolique, là, pour l'anecdote, quand on parle à Michel Dallaire, le designer, il dit ce vélo, il doit revenir à un moment ou à un autre à sa base, et donc en forme de boomerang, mais comme il est très québécois, son guidon rappelle les cornes des bois de l'orignal. Un autre modèle émergent, lui, pour le coup, aussi, mais qui est tout à fait intriguant du point de vue des grandes théories d'innovation, c'est ce modèle un peu inversé, où on va s'appuyer sur des pratiques qui se déploient dans les pays les moins développés, souvent sous contraintes, où les contraintes économiques sont beaucoup plus fortes, qui vont favoriser des formes d'innovation, parfois simplifiées, pour ensuite les retraduire dans les pays développés. Alors, ce qu'on appelle l'innovation inverse. Un exemple, pour aller un peu vite, l'exemple tout de même marquant, c'est cette histoire de la Logan, la voiture à 5 000 €, destinée tout d'abord aux pays de l'Est, à la Turquie, au Mexique, etc., à la Roumanie, fabriquée dans les anciennes usines d'achat de Roumanie, mais qui aujourd'hui se vend très bien dans les gammes Renault comme étant le parfait substitut à la voiture d'occasion. Alors on a là un modèle d'innovation inverse qui vient nous amener aussi à repenser ce que c'est que l'automobile dans des perspectives qui sont encore 15 minutes répliquant des logiques d'économie de la fonctionnalité. Où on vend beaucoup plus la fonction que la dimension symbolique ou statutaire de l'objet. L'arrondissement de Paris, vous avez une idée de l'arrondissement de Paris où se vend le plus de Logan? Le 16e arrondissement, exactement. Comme deuxième ou troisième voiture. Un autre exemple, pour aller un peu vite, mais qui résonne avec le précédent, c'est celui de l'innovation frugale, où on essaye de sortir des modèles un peu traditionnels et de repenser les objets, non pas dans une perspective où on a beaucoup pensé l'innovation, où on rajoute de la technologie, on rajoute des fonctions, où on rajoute finalement de la complexité, mais dans des modèles où on essaie de simplifier. Donc c'est littéralement l'innovation par la simplification. Ce frigo, fabriqué en Inde, est fabriqué en terre cuite. Il est 100% recyclable. Si vous avez besoin de déménager, vous pouvez juste le détruire, littéralement, garder la porte et les charnières et le mécanisme, et puis remouler un frigo à l'endroit où vous arrivez. Ce modèle de filtre qui ressemble, vous savez, au filtre Brita, pour ne pas les nommer, etc., coûte 40% moins cher. Pourquoi? Il est développé par Tata en Inde, et Tata utilise pour ça la granule de riz qu'on enrobe d'argent, et ce qui coûte cher là-dedans, c'est les filtres. Tata fabrique des filtres avec la matière première locale qui ne servait à rien habituellement, qui lui permet de casser les coûts de cet objet-là. Cet objet-là aussi, ça on peut parler de celui-là, quelle est la meilleure façon de diffuser des vaccins en Afrique? La réponse, elle a été trouvée par des activistes sociaux qui disent suivez le Coca-Cola. Parce que s'il y a un produit qui est ubiquitaire en Afrique, c'est le Coca-Cola. Et donc ils ont designé ces petits emballages de vaccins qui se fixent sur les casiers de Coca-Cola. Et c'est une façon de transporter du vaccin un peu partout en Afrique. Cet objet-là, vous savez, les petites lunettes qui se gonflent avec une seringue et qui permettent de faire changer, je ne sais pas opticien, là, mais la courbure du verre juste avec de l'air sous pression. La banque sans banque au Nigeria, qui commence à inspirer ING et les banques occidentales. Ou cet objet absolument extraordinaire, on en a parlé à plusieurs reprises ici, le ballon de football dans lequel on a inclus une dynamo. Au cœur de l'Afrique, les enfants vont jouer 2 heures, 3 heures au football. Le soir, ils vont brancher ce petit objet dessus, ils sont capables de faire leurs devoirs, de lire, etc. pendant 2 ou 3 heures. Il y a 25 millions d'enfants qui peuvent lire le soir grâce à ce ballon de football. Si vous, je ne sais pas ici en France, mais au Canada, vous pouvez l'acheter pour 10 $. Et si vous achetez un, il y en a un qui part directement en Afrique. Là, vous avez un modèle d'ingéniosité tout à fait fascinant. Un autre exemple qui rejoint évidemment ce qu'on évoquait un peu plus tôt, des projets qui amènent à réfléchir à l'utilisation de capacités qui sont sous-utilisées dans les organisations. Ce projet porté par un de nos partenaires à Barcelone, c'est Eco-Society, l'idée est la suivante. Vous pouvez avoir un enjeu pour lequel vous n'avez pas de réponse, mais il se peut qu'une entreprise voisine, qui n'a rien à voir avec votre industrie, puisse vous aider à travailler sur cet enjeu. Donc l'idée, c'est vraiment combiner des capacités qui, sans cette combinaison, n'auraient aucune valeur. Faire travailler ensemble des entreprises extrêmement différentes. On a cet exemple qu'on aime bien, ça vient de Montréal, mais le Ciel du Soleil qui a développé une collection de mode avec des iguales, ou cet exemple-là,
où Skoda en Espagne réalise que les principaux prescripteurs pour l'achat automobile aujourd'hui dans les familles, c'est de plus en plus, avant c'était les femmes, tant pis pour nous messieurs, et c'est de plus en plus les enfants. Et donc, comment on peut faire pour que la voiture séduise les enfants? On va la concevoir avec des experts des enfants. Et cette voiture a été conçue par un partenariat entre Skoda et une chaîne de magasins spécialisés dans les jouets intelligents en Catalogne qui s'appelle Imaginarium. Et ils ont totalement repensé l'intérieur de la voiture. Couleurs, textures, matériaux, espace, etc. pour en faire une voiture littéralement co-créée, mais bien mieux adaptée à la clientèle, en tout du moins celle des consommateurs. Si on continue, ce sont vraiment un ensemble de flashs et qui nous amènent à réfléchir autrement ces modes d'innovation. Bon, ben là, je pense que c'est très, très connu, c'est ce développement des relations entre une entreprise et en fait ces communautés d'usagers. L'exemple qu'on vit nous à Montréal de manière éclatante, c'est l'exemple d'Ubisoft qui interagit en permanence avec ces communautés d'utilisateurs au sens très large. Il y a l'utilisateur lambda, mais il y a aussi l'utilisateur qui est un véritable développeur, le bêta-testeur, l'historien qui va aider Ubisoft à faire en sorte qu'il n'y ait aucune erreur historiographique dans ses vidéos, etc. Et donc Ubisoft va être conçu comme une espèce d'entreprise, comme un nœud de relation avec l'extérieur où les usagers sont partout prenants. Donc, cas que mentionne Patrick, chez Ubisoft par exemple, vous avez 3 historiens à temps plein. Des historiens, niveau maîtrise, niveau doctorat, à temps plein, qui vont travailler sur l'Italie, les Medici, etc. pour compléter la qualité du jeu. Et donc il y a un jeu qui est de faire en sorte que, par exemple, dans le nouveau jeu vidéo Assassin's Creed, il n'y a aucune erreur historique. Et en fait, tout le monde est intéressé à savoir s'ils vont en trouver ou ils n'en trouvent pas. Et donc le jeu évolue avec les communautés d'historiens, etc. Vous pouvez prendre les communautés d'historiens, les communautés de mécaniciens, etc. Et donc avoir un jeu évolutif avec plein de communautés qui sont en permanence d'usage avec la société. Dans les mêmes logiques. Oui. On aime bien cet exemple-là, dont tout le monde connaît le crowdsourcing, le crowdfunding. Donc cette idée de produire cette fois-ci vraiment avec la foule, pas simplement avoir des communautés d'usagers, mais produire avec une foule dont on ne connaît pas, peut-être pas d'usagers connus. L'exemple sur lequel on a travaillé à Montréal est un superbe exemple, c'est l'exemple de la Fiat Brésil. En 2 mots, Fiat Brésil, dans le début des années 2000, ça va mal, ça va très mal. La Fiat a une image de marque catastrophique au Brésil. Le grand salon, c'est le salon de Sao Paulo, de l'automobile. Au salon de Sao Paulo, 2009, c'est la catastrophe. Le stand Fiat essaye de faire sa promotion et puis voit que tout le monde file voir les Audi, les Volkswagen, les Mercedes, etc. Et Fiat constate que c'est la catastrophe. L'idée de Fiat, c'est de dire, il faut essayer de recomposer avec la foule en cas d'utilisateurs potentiels. Et sort l'idée de faire une voiture, en fait un concept car en crowdsourcing. Et donc Fiat lance l'idée, comme ça, se lance en fait, à lancer l'idée de faire un modèle de prototype de voiture, concept car, sur crowdsourcing. Et espère convaincre à peu près, ou intéresser 200, 300 personnes à interagir. Le succès est incroyable, c'est 17 000 contributeurs qui vont se passionner pour la construction de cette nouvelle Fiat. Et donc, alors il va se passer beaucoup de choses chez Fiat. C'était grosso modo le bureau de marketing qui a eu cette idée-là. Tout le monde va venir, les ingénieurs, etc. Tout le monde va venir, les scientifiques, les ingénieurs, pour aider à composer avec cette foule de 17 000, pour apprendre avec cette foule de 17 000. Le grand problème, c'est bien d'avoir intéressé 17 000 contributeurs, mais vous pouvez créer 17 000 frustrations si vous laissez tomber. Et donc, il va falloir trouver le moyen d'interagir avec 17 000. Donc, il y a 80 personnes chez Fiat, Brésil, qui vont se mettre à inventer une nouvelle manière de créer des processus de gestion d'un produit. Ils vont lancer des idées, ils vont sélectionner les idées avec des votes, avec la foule, etc., pour faire très attention. Et ils vont trouver un système qui n'est plus du tout un système de stage gate classique, mais un système qu'ils appellent un accordéon, pour pouvoir faire en sorte de respirer avec la foule, avec des périodes de concentration, de convergence, de différence, etc. Arrive la fin de l'histoire, c'est qu'effectivement, cette voiture-là va être, ce concept car va émerger, va être produit avec la foule au dernier salon de Sao Paulo. Et l'idée géniale de Fiat, c'est de faire défiler, ils mettent la voiture, puis ils font défiler en bas du stand, sur un dispositif, le nom
alors, malheureusement, on n'a pas les photos, mais on voit des choses extraordinaires. On voit les gens venir d'Amazonie, avec les enfants sur les épaules, les grands-pères et les grands-mères, et ils disent c'est ma fiat. C'est ma voiture. C'est un milieu d'ailleurs, c'est-à-dire c'est ma voiture. Et donc, vous imaginez qu'au salon de Sao Paulo, ce qui se passe, c'est que tout le monde a fait Fiat, puis que Mercedes, Volkswagen et puis Audi font une Datsun, ils ont perdu tout. Et donc, l'image de marque à la fois de Fiat, Brésil, mais le lien avec surtout les utilisateurs a été une réussite de cette crowdsourcing. Donc l'idée de bien gérer le crowdsourcing est très très importante, mais surtout l'idée de ne pas frustrer 17 000 personnes est très importante, et ils ont réussi à pas le faire. Pour le co-design, c'est aussi important. Vous êtes dans un cas où on apprend tout d'abord de la foule, mais où on apprend ensuite littéralement avec la foule, qui est impliquée dans la génération d'idées, mais qui va être impliquée aussi progressivement dans la sélection des idées. On lui fait des propositions, et puis la foule revient en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse moins, comment ça va marcher. Donc un véritable dialogue, ce qui pour une firme aujourd'hui est quelque chose de tout à fait possible. Ces phénomènes, on les retrouve aujourd'hui aussi dans le développement de plateformes, qui sont des plateformes où la foule, ou un individu à partir de la foule, fait des propositions, Quirky, Kickstarter, etc., les présente pour faire appel à du financement, on connaît Quirky, mais où de plus en plus, les gens qui vont accepter de financer vont devenir eux aussi des contributeurs. Ils vont dire, cet objet-là, voici comment moi je le ferai, tiens, moi j'ai travaillé là-dessus, je pourrais peut-être vous aider comme ça. Et vous avez donc un dialogue extrêmement génératif qui se produit, qui a une vraie valeur économique. Vous savez probablement, Auchan, durant l'autre étape, Auchan s'est associé récemment avec Quirky pour devenir l'une des plateformes de distribution des bonnes idées qui auront été proposées, mais aussi validées par la foule sur la plateforme Quirky. Donc la maîtrise de ces nouvelles plateformes fait partie des grands enjeux. Privilégier les émotions, privilégier les expériences. La question, c'est peut-être moins patent ici, mais la question se pose beaucoup en Amérique du Nord. Pourquoi Starbucks a autant de succès? Et le modèle de Starbucks, la vraie question, c'est comment fait Starbucks pour vous vendre du café à 6 ou 7 dollars? Une vraie question, ça, parce qu'entre nous, ça vaut pas ça. La réponse, elle est dans le modèle d'affaires et le positionnement de Starbucks, qui dit les gens qui vont venir chez nous vont se sentir bien, ils vont avoir du Wi-Fi gratuit, ils vont avoir beaucoup de choix, on va finir par les appeler par leur nom. Donc on recrée un espace intermédiaire privilégié qui, la valeur n'est pas tellement dans le produit qu'on y consomme, mais dans l'expérience qu'on y vit. Je mentionnais aussi un peu plus tôt les Lego Stores, je trouve ça absolument fascinant, on passera peut-être Target, où la mise en scène de l'expérience Lego, on ne vous propose pas juste les produits Lego dans des boîtes, on vous propose l'expérience Lego, fait que vous allez de toute façon repartir avec des Lego, presque automatiquement. L'exemple d'Harley Davidson aussi, qui ne vend pas des motos. Harley Davidson, ça vend quoi? Ça vend de l'américanité et le son de Harley Davidson, qui fait partie de l'émotion et de l'expérience. Il n'y aura pas d'Harley Davidson avec des piles à combustion. Le moteur électrique sur la Harley Davidson, ils vont la livrer avec un haut-parleur, quoi. Cette importance des émotions, la dimension symbolique, on les retrouve dans les processus internes, en particulier autour de ce cas magnifique de Whirlpool. Whirlpool met il y a à peu près 10 ans de ça tout un processus de gestion de l'innovation et des idées. C'était sur papier véritablement une machine de guerre, beau comme du papier à musique, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que les gens ne jouent pas le jeu. Pour que les gens jouent le jeu, il a fallu rajouter une véritable dimension symbolique, être capable de faire en sorte que les gens apprennent, qu'ils puissent exprimer des rêves, se projeter dans ces processus, qu'ils puissent créer ensemble, identifier des modèles et des héros et développer collectivement un esprit qui fait que le processus fondé sur le design des structures organisationnelles puisse prendre vie. Quelles sont les intentions collectives, quelles sont les valeurs aussi associées aux intentions collectives. Et peut-être pour terminer sur ces dimensions-là. Donc l'autre domaine où se niche en quelque sorte l'économie créative, c'est un domaine très très vaste qui est pas simplement de repenser les objets, pas simplement de repenser les solutions techniques, mais de repenser aussi les territoires. Et en fait derrière les territoires, il y a une variable très très importante, repenser l'innovation sociale. Et donc repenser l'espace et les territoires, l'un des exemples que l'on aime beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé, je ne sais pas si c'est familier pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle le High Line à New York,
Pour ceux qui ne savent pas, c'est devenu l'endroit de New York le plus visité avant la Statue de la Liberté. Cet endroit-là est tout à fait étonnant. C'est une ancienne ligne de chemin de fer qui transportait des carcasses de viande sur la partie complètement east side de New York, sur la 10e avenue. Et donc il y avait évidemment des abattoirs, il y avait ensuite cette ligne qui emmenait les carcasses vers le nord pour se faire traiter, etc. Et donc cette ligne-là est tombée en 1965 en désuétude, on l'a fermée, et elle trônait en quelque sorte autour de la 10e avenue, qui est une avenue assez stratégique. Le maire de New York, à la fin des années 90, s'est dit on va détruire cette structure et on va construire évidemment une autoroute qui va doubler l'East Side de New York. Et on a vu quelque chose d'extraordinaire se produire. On a vu les communautés locales réagir fortement en disant on ne veut pas de voiture. Et si on ne veut pas de voiture, la seule manière de ne pas avoir de voiture, c'est de réhabiliter le High Line. Et réhabiliter le High Line, on ne va pas en faire évidemment une nouvelle ligne de chemin de fer, parce que c'est des carcasses de viande qu'on peut faire ailleurs. On va essayer d'utiliser ce qui existe, c'est ce High Line-là, pour justement imposer qu'il n'y ait plus de voitures, et on va en faire une promenade urbaine. Et cette promenade urbaine, les communautés qui se sont mis à interagir ont interagi de manière assez extraordinaire. Il y a évidemment des architectes, il y avait des habitants locaux, il y avait alors des herboristes qui se sont dit tiens, mais sur cette promenade urbaine, on pourrait mettre toutes les plantes originaires d'Amérique du Nord. On va les replanter là. Et donc, on a une myriade en fait, de 50 communautés d'historiens, de géographes, qui ont interagi ensemble, qui ont été chercher des mécènes. Et puis au bout d'un moment, le projet a tellement mûri en force que le maire de New York a renoncé, non seulement à détruire pour construire une autoroute urbaine, mais à appuyer le projet. Donc on a vu le renversement de la municipalité de New York donner à ce projet sa force. Vous pouvez vous promener sur le High Line, c'est un lieu magnifique de tous les gratte-ciel de New York, c'est une promenade urbaine, donc pas du tout de voiture, on ne se fait pas les traverser à aucun moment. Il y a même des passages vitrés où on peut voir les voitures, où les gens se moquent des embouteillages. Ils sont assis comme des amphithéâtres, ici, ils ont plutôt ici au milieu, qui sont en dessous. Autour du High Line, alors comme c'est devenu un lieu magique, un lieu de calme extraordinaire à New York, ce sont venus des restaurants, des cafés, des bars, des universités, des magasins, etc. Et donc ce lieu est un lieu extraordinaire, construit par les communautés. C'est-à-dire ce sont les communautés qui ont construit le lieu et qui l'ont imposé à la municipalité, qui a couru après pour évidemment couper le ruban rouge, mais le lieu a été construit par les communautés. La chose remarquable, c'est que quand vous allez voir l'histoire du High Line, tous les instigateurs du High Line, qui sont très nombreux, disent on s'est inspiré de la coulée verte à Paris. La coulée verte à Paris est effectivement dans l'est de Paris, une coulée verte. Mais la coulée verte à Paris, la grosse différence, c'est un lieu magnifique, c'est très beau, la coulée verte passe pas très loin, donc la Rochelle, etc. C'est très beau, a été conçu par la ville de Paris, c'est un projet top-down, qui est très agréable. Mais la grosse différence avec le High Line étant construit par les communautés, c'est un lieu où la vibration communautaire est telle que vous la sentez partout, avec l'inventivité, etc., qu'il n'y a pas dans la coulée verte. Donc le lieu d'inspiration a été complètement mangé par ce succès du High Line, qui est un grand succès d'interaction communautaire. Pour l'anecdote, depuis le succès du High Line, il y a dans le même quartier de New York un projet en crowdfunding qui s'intitule le Low Line, qui vise à réinvestir une ligne de métro abandonnée et puis à recréer des espaces à partir de champignons phosphorescents. Pour vous dire que ça génère des idées, allez voir, hein, c'est pas une blague, Low Line à New York, qui est un projet en crowdfunding avec là aussi des scientifiques, des architectes, etc. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause pour l'instant, une dizaine de minutes. Ça résume un peu l'esprit aussi de ce qu'on voulait partager. Et puis au retour de la pause, on reviendra un peu plus dans les dynamiques de ces phénomènes.